Et si ce que vous avez fui toute votre vie était en fait la porte d'entrée pour devenir la personne que vous étiez censé être? Et si ce vide rongeant, cette douleur d'être seul, n'était pas une punition ou une erreur, mais une invitation sacrée que vous avez eu trop peur d'accepter? En ce moment, des millions de personnes sont assises dans des pièces silencieuses, convaincues qu'elles sont bris, et elles font défiler sans fin les réseaux sociaux, désespérées de combler le vide. Elles courent après les relations comme on prend un médicament, traitant la connexion comme le seul remède à un mal qu'elles ne comprennent pas. Mais s'ils avaient tout faux, et si la solitude n'était pas la maladie, mais le remède même dont leur âme a tant besoin? Carl Jung, le psychologue novateur qui a cartographié les territoires cachés de la psyché humaine, a compris quelque chose que notre monde hyperconnecté a oublié. Il ne voyait pas la solitude comme un isolement, mais comme une initiation, non pas comme un abandon, mais comme un apprentissage des parties les plus profondes de nous-mêmes. Dans son travail révolutionnaire, il a révélé que le même silence que nous fuyons avec terreur peut devenir le creuset où notre moi le plus authentique est enfin forgé. Il ne s'agit pas de devenir un ermite ou de renoncer aux relations humaines. Il s'agit de découvrir que la relation que vous avez avec vous-même dans les moments de silence détermine la qualité de toutes les autres relations de votre vie. Il s'agit de reconnaître que le sens que vous donnez à votre solitude, que vous la voyez comme une malédiction ou un appel, réécrit littéralement votre réalité. Ce soir, nous allons voyager dans l'art sacré de la solitude, à travers les profondes intuitions de Jung et le pouvoir transformateur de vous faire face sans distraction. Nous allons explorer pourquoi les plus grands maîtres spirituels, visionnaires et créateurs de l'histoire ont tous partagé une pratique commune, le choix délibéré de s'éloigner de la foule et d'écouter la voix qui ne peut être entendue que dans le silence. Mais d'abord, nous devons briser le mensonge le plus dangereux que notre culture nous raconte sur le fait d'être seul. Nous vivons dans un monde qui a transformé la solitude en une arme, la rendant une preuve d'échec personnel. Le récit est simple et brutal. Si vous êtes seul, c'est que quelque chose ne va pas chez vous. Si vous n'êtes pas constamment entouré d'activités, d'engagement et de stimulation, vous êtes en quelque sorte déficient. Cette histoire a convaincu des millions de personnes que la solitude est un problème à résoudre plutôt qu'un cadeau à recevoir. Jung a vu à travers cette tromperie avec une clarté saisissante. Il a compris que la solitude ne signale souvent pas un rejet, mais une préparation. Non pas une exclusion, mais une prédisposition à un type d'initiation plus profond. Pensez-y de cette façon. Lorsque la vie vous prépare à quelque chose de significatif, elle exige souvent une période de vide apparent, comme le sol qui reste en jachère entre deux saisons de croissance. Les personnes qui sont appelées à créer quelque chose de significatif, à guérir les autres, à diriger avec authenticité, se retrouvent souvent à traverser des saisons de profonde solitude. Ce n'est pas une coïncidence. Le bruit extérieur noirait la reconfiguration intérieure qui a lieu. Les connexions superficielles interrompraient le travail profond qui se fait dans les chambres cachées de l'âme. Mais c'est là que la plupart des gens trébuchent. Ils confondent la saison avec une condamnation. Ils interprètent le retrait temporaire comme un abandon permanent. Ils créent une histoire selon laquelle ce vide durera toujours, ce qui signifie qu'ils sont fondamentalement indignes d'amour et d'appartenance. C'est cette histoire, et non la solitude elle-même, qui brise les gens. Jung a découvert que la façon dont nous interprétons nos expériences les transforme littéralement. La même période de solitude qui dévaste une personne en façonne une autre. La différence ne réside pas dans les circonstances, mais dans le sens attribué à ces circonstances. Lorsque vous parvenez à passer de la vision de la solitude comme une preuve de votre nature brisée à celle d'un atelier où votre intégralité est construite, tout change. Ce recadrage n'est pas de la pensée magique ou un évitement spirituel. Il est basé sur la profonde compréhension de Jung du développement de la psyché. Il a appelé ce processus l'individuation, le voyage d'une vie entière pour devenir votre moi le plus authentique et intégré. Et il a découvert que cette transformation ne peut tout simplement pas se produire dans le bruit et la distraction de la stimulation sociale constante. L'approche de Jung à l'égard de la solitude était révolutionnaire car il la traitait comme un territoire sacré, plutôt qu'un espace vide. Il la voyait comme un conteneur psychique délibéré, où le contenu inconscient de l'esprit pouvait enfin faire surface et être intégré à la conscience. Il ne s'agissait pas d'échapper à la vie,
mais d'aller plus profondément dans les dimensions cachées de l'existence que la plupart des gens ne rencontrent jamais. Dans son célèbre livre rouge, Jung a documenté sa propre descente dans ce qu'il a appelé sa confrontation avec l'inconscient. Pendant des années, il s'est retiré de ses obligations professionnelles et est entré dans un dialogue intentionnel avec les couches les plus profondes de sa psyché. Ce qu'il a découvert là-bas, dans le vide apparent, ce sont les images, les symboles et les intuitions qui allaient remodeler la psychologie moderne. Jung a compris que la solitude crée les conditions pour ce qu'il a appelé l'imagination active, où l'esprit inconscient commence à communiquer à travers les rêves, les fantasmes et les expériences symboliques. En l'absence de stimulation externe, les paysages intérieurs deviennent vifs et vivants. Les parties de vous-même qui ont été réduites au silence par les exigences de la vie quotidienne ont enfin l'espace pour s'exprimer. C'est pourquoi tant de gens rapportent avoir leurs intuitions les plus profondes, leurs percées créatives et leurs expériences spirituelles pendant les périodes de solitude. Ce n'est pas que ces révélations n'étaient pas toujours présentes, mais que le bruit de l'engagement constant les avait étouffées. La solitude ne crée pas la sagesse. Elle crée les conditions dans lesquelles la sagesse peut enfin être entendue. Le modèle de Jung suggère que chaque personne porte en elle un schéma unique d'intégrité, mais que ce schéma ne peut être consulté que par des périodes prolongées de réflexion silencieuse sur soi-même. Le moi authentique ne se trouve pas dans la façon dont les autres vous voient, ou dans les rôles que vous jouez dans le monde. Il émerge dans les espaces intermédiaires, dans les moments où toutes les définitions externes disparaissent, et où il ne reste que l'essence irréductible de qui vous êtes réellement. Ce processus exige un courage énorme, car il signifie faire face à des parties de vous-même que l'on vous a appris à rejeter ou à ignorer. Jung a appelé ces aspects « renier l'ombre », et il a compris que l'intégration de l'ombre était essentielle à l'intégrité psychologique. Mais ce travail intérieur ne peut se faire que si vous êtes prêt à rester avec vous-même assez longtemps pour rencontrer ces parties cachées avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Tout au long de l'histoire, les percées spirituelles et créatives les plus profondes sont nées de périodes de retraite délibérée du monde. Le Bouddha a atteint l'illumination, après s'être assis en solitude sous l'arbre de la Bodhi pendant 49 jours. Jésus s'est retiré dans le désert pendant 40 jours avant de commencer son ministère. Mahomet a reçu ses premières révélations en méditant seul dans une grotte. Il ne s'agissait pas d'échapper à la responsabilité, mais de retraite stratégique qui les préparait à un service plus profond. Ils ont compris que la qualité de leur relation intérieure déterminerait la qualité de leur contribution extérieure. Ils savaient qu'avant de pouvoir offrir quoi que ce soit d'authentique au monde, ils devaient découvrir ce qui leur était authentiquement à offrir. Les neurosciences modernes confirment ce que ces anciens praticiens comprenaient intuitivement. Le réseau du mode par défaut du cerveau, qui devient actif pendant les périodes de repos et d'introspection, est l'endroit où se produisent les intuitions créatives, la réflexion sur soi et la création de sens. Lorsque nous sommes constamment engagés avec des stimuli externes, ce réseau n'a jamais la chance de s'activer pleinement. Nous restons en mode réactif, à répondre à la vie plutôt qu'à la créer. Le monde contemporain offre d'innombrables exemples de personnes qui ont trouvé leur vocation pendant des périodes de solitude forcée ou choisie. Des écrivains qui ont découvert leur voix pendant une maladie ou un deuil. Des artistes qui ont créé leurs chefs-d'œuvre tout en étant isolés du monde de l'art. Des entrepreneurs qui ont conçu des idées révolutionnaires en marchant seuls dans la nature. Le schéma se répète parce que le principe est universel. La profondeur exige le silence, et la sagesse émerge de la volonté de vous faire face sans distraction. Mais il y a une différence cruciale entre la solitude productive et l'isolement destructeur. La clé réside dans la façon dont vous gérez l'inconfort qui surgit inévitablement lorsque vous cessez de vous fuir. La transformation se produit rarement dans le confort. Jung a compris que la friction entre qui vous pensez que vous devriez être et qui vous êtes réellement crée la chaleur nécessaire au changement psychologique. Dans la solitude, cette friction devient impossible à ignorer. Les personnages que vous portez, les rôles que vous jouez, les histoires que vous vous racontez sur vous-même, tout commence à se fissurer sous la pression d'une introspection soutenue. Cette fissuration n'est pas un effondrement, c'est une percée. Mais cela exige un changement fondamental dans la façon dont vous vous rapportez à l'inconfort.
Au lieu de voir la douleur émotionnelle comme la preuve que quelque chose ne va pas, Jung a enseigné que la douleur est souvent la façon dont la psyché attire l'attention sur quelque chose qui doit être traité. L'inconfort devient un enseignant plutôt qu'un ennemi, pointant vers les parties de votre vie qui ne sont pas alignées avec votre vérité la plus profonde. Dans le silence, sans l'effet anesthésiant de la stimulation constante, vous commencez à remarquer des schémas que vous avez répétés inconsciemment. Des relations qui épuisent au lieu de nourrir. Un travail qui mortifie au lieu d'animer. Des habitudes qui diminuent au lieu d'élargir votre sentiment d'être en vie. Cette prise de conscience peut être inconfortable, voire douloureuse, mais c'est le premier pas vers un choix conscient, plutôt qu'une réaction automatique. L'addiction moderne au bruit et à la distraction ne concerne pas seulement le divertissement. Il s'agit d'éviter cette confrontation exacte avec la vérité de votre expérience intérieure. Chaque défilement, chaque flux, chaque balayage est une petite échappatoire à la responsabilité de faire face à ce que vous ressentez, voulez et avez réellement besoin. La solitude supprime ces voies d'évasion et vous force à un contact direct avec la réalité de votre paysage psychologique. Mais voici ce que Jung a découvert. Lorsque vous apprenez à rester avec l'inconfort sans essayer de le réparer, de le changer ou de le fuir immédiatement, quelque chose de remarquable commence à se produire. L'inconfort lui-même commence à se transformer. Ce qui semblait initialement être de la souffrance se révèle être de l'information. Ce qui semblait être du vide se montre être de l'espace. Ce qui semblait être de la faiblesse devient le fondement d'une force inébranlable. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela exige ce que Jung a appelé la fonction transcendante, la capacité de maintenir un paradoxe sans le résoudre immédiatement en certitude confortable. Vous apprenez à rester avec le fait de ne pas savoir, avec le fait de ressentir simultanément plusieurs émotions contradictoires, avec l'incertitude quant à qui vous êtes et ce que vous voulez. Cette tolérance à l'ambiguïté est le lieu de naissance de la maturité psychologique. Pourtant, c'est là que la plupart des gens sabotent leur propre transformation. Ils commettent l'erreur de transformer leur douleur en identité, ou ils abandonnent avant que le processus ne puisse se terminer. Le piège le plus mortel sur le chemin de la solitude n'est pas l'inconfort lui-même, mais l'histoire que vous créez sur ce que cet inconfort signifie. La voix qui murmure que cela durera toujours, que vous êtes fondamentalement brisé, qu'être seul prouve que vous n'êtes pas aimable. Cette voix narrative n'est pas de la sagesse, c'est un traumatisme déguisé en vérité. Jung a fait une distinction cruciale entre le fait d'éprouver de la douleur et le fait de s'identifier à la douleur. La douleur est un visiteur, pas un résident permanent. La solitude est un schéma météorologique, pas une condamnation à perpétuité. La souffrance ne vient pas de l'expérience temporaire de la solitude, mais de la croyance que cet état est une preuve permanente et significative de votre indignité. Lorsque vous adhérerez à l'idée que votre solitude actuelle définit votre valeur ou prédit votre avenir, vous vous effondrez dans le victimisme. Vous commencez à organiser toute votre identité autour de votre douleur, transformant ce qui pourrait être un passage transformateur en une prison d'auto-apitoiement. C'est la différence entre ce que Jung a appelé la souffrance et la souffrance névrotique. La souffrance saine vous traverse et vous enseigne. La souffrance névrotique se coince et devient le fondement d'une fausse identité. L'antidote est ce que Jung a appelé la souffrance consciente, la capacité de ressentir de la douleur sans qu'elle ne signifie quelque chose sur votre nature fondamentale. Vous apprenez à dire « j'éprouve de la solitude » au lieu de « je suis seul ». Vous découvrez la différence entre « je me sens rejeté » et « je suis le rejet ». Ce changement subtil de langage reflète un changement profond dans la relation avec votre expérience intérieure. La souffrance consciente permet à la douleur de faire son travail sans faire de vous sa victime. Elle reconnaît que toutes les émotions difficiles sont des visiteurs temporaires porteurs de messages importants. La solitude pourrait vous dire que vous vous êtes contenté de connexions superficielles, au lieu de chercher une intimité plus profonde. La tristesse pourrait révéler que vous avez trahi vos propres valeurs en échange de l'approbation des autres. La colère pourrait vous montrer où vos limites ont été violées, mais vous ne pouvez recevoir ces messages que lorsque vous cessez de faire du messager votre maître, lorsque vous cessez de vous définir par vos états émotionnels temporaires et commencez à les voir comme des informations sur ce qui a besoin d'attention dans votre vie. Jung a découvert que les personnes qui émergeaient
des passages difficiles les plus intégrés et entiers, étaient en celles qui pouvaient endurer l'incertitude sans fermeture prématurée. Elles pouvaient rester avec des questions comme « Qui suis-je vraiment ?» et « Que veux-je réellement ?» sans se précipiter immédiatement vers des réponses confortables mais fausses. Elles ont développé ce qu'il a appelé la capacité négative, la capacité à rester dans le doute et l'incertitude, sans chercher avec irritation le fait et la raison. Cette capacité à tolérer le fait de ne pas savoir devient le fondement de l'authentique découverte de soi. Parce que le vrai vous ne se trouve pas dans les conclusions que vous tirez sur vous-même, mais dans votre volonté de continuer à questionner, à explorer, à vous rencontrer avec un regard neuf plutôt que des hypothèses éculées. Le processus que Jung a appelé l'individuation ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de se défaire de tout ce qui n'est pas essentiellement vous, jusqu'à ce que ce qui reste soit irréductiblement authentique. La plupart des gens vivent toute leur vie en portant des masques dont ils ne réalisent même pas qu'ils les portent. Ils absorbent si profondément les attentes, les valeurs et les rêves de leur famille, de leur culture et de leur groupe de pairs qu'ils confondent ces identités empruntées avec leur moi authentique. Ils réussissent à être ce que les autres veulent qu'ils soient, sans jamais découvrir qui ils sont réellement sous tout ce conditionnement. L'individuation est le processus de séparation de votre nature essentielle de ces schémas hérités. Elle exige le courage de décevoir les gens, d'échouer à être celui que vous étiez censé être, afin de réussir à être celui que vous êtes réellement. Ce travail est impossible à faire lorsque vous êtes constamment entouré des voix qui vous ont façonné. Il exige des périodes de solitude où ces influences externes peuvent ne se taire suffisamment pour que votre voix authentique puisse émerger. Jung a compris que ce n'est pas un processus confortable. Lorsque vous commencez à vivre à partir de vos désirs authentiques plutôt que de vos réponses programmées, vous découvrez souvent qu'une grande partie de ce que vous pensiez vouloir était en fait ce que les autres voulaient pour vous. La carrière que vous avez poursuivie pour rendre vos parents fiers pourrait sembler vide de sens lorsqu'elle est mesurée par rapport à vos valeurs réelles. Le mode de vie que vous avez construit pour impressionner les autres pourrait sembler vide lorsque vous êtes honnête sur ce qui vous apporte vraiment de la joie. Cette prise de conscience peut être déroutante et même effrayante. Elle signifie reconnaître que vous avez peut-être vécu la vie de quelqu'un d'autre pendant que votre propre vie restait invécue. Elle signifie faire face au deuil du temps perdu et à l'anxiété de ne pas savoir qui vous êtes sans vos rôles et identités familières. Mais Jung a découvert que cette confusion temporaire est le prix d'une authenticité durable. Les questions qui émergent pendant l'individuation sont inconfortables mais essentielles. Si je n'essayais de plaire à personne, que choisirais-je réellement? Si je n'avais pas peur du jugement, comment passerais-je mon temps? Si je ne jouais pas pour l'approbation, que créerais-je? On ne peut répondre à ces questions que dans le laboratoire de la solitude, où la pression sociale est temporairement suspendue et où vous pouvez expérimenter le fait d'être vous-même. L'individuation exige également ce que Jung a appelé le retrait des projections. Vous commencez à reconnaître les façons dont vous avez donné votre pouvoir aux autres, les rendant responsables de votre bonheur, de votre valeur, de votre sens de la direction. Vous commencez à récupérer l'énergie que vous avez investie pour essayer de contrôler la façon dont les autres vous voient et à la rediriger vers la compréhension de la façon dont vous vous voyez. Ce processus révèle souvent des vérités inconfortables sur les relations dans votre vie. Certaines connexions étaient d'être basées sur une projection mutuelle plutôt que sur une intimité authentique. Certaines personnes étaient attirées par votre faux moi et deviennent mal à l'aise lorsque votre moi authentique commence à émerger. Cela peut être douloureux. Mais Jung a compris que les relations construites sur de fausses bases ne peuvent pas soutenir une croissance authentique. L'objectif de l'individuation n'est pas de devenir égoïste ou déconnecté des autres, mais de devenir si authentiquement vous-même que vos connexions avec les autres sont basées sur la vérité plutôt que sur le besoin, l'authenticité plutôt que la performance, le choix plutôt que la compulsion. Mais devenir authentique exige de faire face aux parties de vous-même que vous avez essayé de cacher, même à vous-même. L'intuition la plus controversée et la plus profonde de Jung a été sa compréhension de l'ombre, les aspects de la personnalité que nous avons appris à rejeter, à nier ou à réprimer. Chacun porte une ombre, a-t-il enseigné, et les gens qui insistent sur le fait qu'ils n'en ont pas
sont généralement ceux dont l'ombre a le plus de pouvoir sur leur comportement inconscient. L'ombre contient non seulement ce que nous considérons comme nos traits négatifs, mais aussi notre potentiel inexploité. L'artiste qui est devenu comptable porte l'ombre de la créativité. La personne douce à qui l'on a appris que la colère est inacceptable porte l'ombre d'une saine agressivité. L'adulte responsable qui n'a jamais appris à jouer porte l'ombre de la spontanéité et de la joie. Dans la solitude, l'ombre émerge avec une intensité particulière, car il n'y a personne d'autre à blâmer, avec qui se distraire ou sur qui projeter. Vous êtes forcé de confronter les parties de vous-même que vous avez reniées. Cela peut se manifester par des émotions inattendues, des pensées dérangeantes, ou des impulsions inconfortables qui semblent venir de nulle part. Jung a enseigné que ce n'est pas un signe d'effondrement psychologique, mais de percée psychologique. Le travail sur l'ombre qui se produit dans la solitude ne consiste pas à se livrer à des pulsions destructrices, mais à comprendre et à intégrer leur énergie de manière constructive. La colère, par exemple, pourrait révéler que vous avez permis que vos limites soient violées. L'envie pourrait pointer vers des désirs que vous avez eu trop peur de reconnaître. La tristesse pourrait vous montrer où vous avez trahi vos propres valeurs. Au lieu de repousser ces émotions difficiles, l'approche de Jung consiste à se tourner vers elles avec curiosité. Qu'est-ce que ce sentiment essaie de me dire? Quel besoin exprime-t-il? Quelle partie de ma vie a besoin d'attention? Il ne s'agit pas d'agir sur chaque impulsion, mais de recevoir les informations que les réactions émotionnelles fournissent sur votre paysage intérieur. Beaucoup de gens découvrent que leur ombre ne contient pas seulement des émotions difficiles, mais aussi des qualités positives qu'ils ont appris à réprimer. La personne à qui l'on a appris que la confiance est de l'arrogance pourrait avoir besoin de retrouver son autorité naturelle. L'individu qui a appris que le soin de soi est égoïste pourrait avoir besoin d'intégrer sa capacité à un sain égoïsme. Celui à qui on a dit que rêver est impraticable pourrait avoir besoin de se reconnecter à ses capacités visionnaires. L'intégration de l'ombre dans la solitude commence souvent par le travail sur les rêves, la tenue d'un journal ou ce que Jung a appelé l'imagination active. Vous créez un espace pour que les parties reniées de vous-même s'expriment en toute sécurité, sans jugement ni action immédiate. Vous pourriez écrire des lettres du point de vue de votre moi en colère ou avoir des conversations imaginaires avec la partie de vous qui se sent perpétuellement déçue, ou créer de l'art qui exprime des émotions que vous ne vous permettez généralement pas de ressentir. Ce travail exige une immense compassion envers soi-même, car vous devenez essentiellement un parent aimant pour les parties de vous-même qui ont été rejetées ou abandonnées plus tôt dans la vie. Vous offrez l'hospitalité à des aspects de votre personnalité qui ont peut-être été en exil pendant des décennies. C'est un travail de guérison qui ne peut se produire que lorsque vous êtes seul avec vous-même assez longtemps pour développer une véritable intimité avec votre propre complexité. Au fur et à mesure que cette intégration progresse, quelque chose de remarquable commence à se produire. L'énergie que vous utilisiez pour réprimer et nier des parties de vous-même devient disponible pour une expression créative et authentique. Vous devenez plus entier, non pas parce que vous avez éliminé vos aspects difficiles, mais parce que vous avez appris à travailler avec eux consciemment, plutôt que d'être contrôlé par eux inconsciemment. Ce processus d'intégration est comme la transformation alchimique dont Jung a souvent parlé, où la matière première de votre expérience non traitée est raffinée en or psychologique. Jung utilisait souvent la métaphore de l'alchimie pour décrire la transformation qui se produit par l'engagement conscient avec la solitude. Comme les alchimistes médiévaux qui cherchaient à transformer les métaux de base en or, le travail psychologique de la solitude transforme la matière première de votre expérience non examinée en l'or raffiné de la conscience de soi et de l'authenticité. La première étape de ce processus alchimique est ce que Jung a appelé le nigredo, ou noircissement. C'est la phase où tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même commence à se dissoudre. Les vieilles identités, les histoires confortables et les schémas familiers commencent tous à s'effondrer sous l'intense examen que la solitude procure. Cela peut ressembler à une mort psychologique, et à bien des égards, c'en est une. Des parties de qui vous pensiez être doivent mourir, pour que qui vous êtes réellement puisse naître. Beaucoup de gens paniquent pendant cette phase et se précipitent vers des distractions familières plutôt que de permettre à la dissolution de se terminer. Ils retournent à des relations qui ne leur conviennent plus, à des emplois qui ne les inspirent plus,
ou à des habitudes qui ne les servent plus parce que le territoire inconnu de leur moi authentique leur semble trop effrayant à explorer. Mais Jung a compris que ce chaos temporaire est nécessaire à une véritable transformation. La deuxième étape est l'albédo, ou blanchiment, où une nouvelle clarté commence à émerger de la confusion. Dans le silence, vous commencez à faire la distinction entre ce qui est essentiellement le vôtre et ce que vous avez absorbé des autres. Vos vraies valeurs commencent à se séparer des croyances héritées. Vos désirs authentiques deviennent distincts des désirs programmés. Votre voix authentique commence à émerger du cœur des attentes intériorisées. Cette clarté ne vient pas comme des révélations dramatiques, mais comme des changements subtils dans ce qui vous attire et vous repousse. Vous pourriez remarquer que certaines activités qui semblaient autrefois importantes semblent maintenant vides. Les relations qui semblaient autrefois nécessaires semblent maintenant épuisantes. Les objectifs qui semblaient autrefois cruciaux semblent maintenant non pertinents. En même temps, des intérêts longtemps endormis commencent à se raviver. Des rêves oubliés commencent à paraître possibles à nouveau. Les valeurs qui ont été enterrées sous des années de compromis commencent à se réaffirmer. La dernière étape est le rubédo, ou rougissement, où les intuitions acquises dans la solitude commencent à se manifester dans le monde matériel. C'est là que la transformation intérieure commence à remodeler vos circonstances extérieures. Vous faites des choix différents parce que vous vous connaissez différemment. Vous fixez des limites différentes parce que vous comprenez vos limites différemment. Vous poursuivez des objectifs différents parce que vous reconnaissez vos désirs authentiques différemment. Ce processus alchimique est profondément individuel et ne peut être ni précipité ni forcé. Il se déroule selon son propre calendrier organique, comme une graine qui doit rester enfouie dans l'obscurité avant de pouvoir percer le sol vers la lumière. La clé est d'apprendre à coopérer avec le processus, plutôt que de le contrôler, de s'abandonner au calendrier de votre propre transformation, plutôt que d'exiger des résultats instantanés. Beaucoup de gens sabotent ce processus en essayant de sauter les phases difficiles ou en abandonnant le travail lorsqu'il devient inconfortable. Ils veulent l'or sans le feu, la transformation sans la dissolution, la renaissance sans la mort. Mais Jung a découvert qu'un changement authentique exige de traverser toutes les phases du cycle alchimique, en ayant confiance que la confusion et l'inconfort temporaire servent le but plus large de votre devenir. Le test pour savoir si cette transformation prend racine ne se trouve pas dans des changements externes dramatiques, mais dans des changements subtils dans la façon dont vous vous rapportez à vous-même et aux autres. Vous pourriez remarquer que vous êtes moins réactif à la critique, moins dépendant de l'approbation, plus à l'aise avec l'incertitude, plus compatissant envers vos propres erreurs. Ces changements internes sont le véritable or que le processus alchimique produit. Mais tout le monde ne réussit pas à naviguer dans cette transformation. Il existe des façons spécifiques dont les gens font dérailler leur propre progression et finissent par rester coincés dans des cycles d'évitement plutôt que de croissance. Jung a observé qu'il existe des façons prévisibles dont les gens sabotent leur propre transformation lorsque le travail de la solitude devient difficile. Comprendre ces schémas peut vous aider à reconnaître quand vous vous écartez du chemin de la croissance et revenez au territoire familier du comportement autodestructeur. La voie d'évasion la plus courante est ce que Jung a appelé la restauration régressive du persona. Lorsque la dissolution des vieilles identités devient trop inconfortable, les gens se précipitent vers leurs rôles et masques familiers, souvent avec une intensité renouvelée. Ils se jettent dans le travail, les relations ou les activités qui leur permettent d'éviter le terrain incertain de la découverte de soi. Il ne s'agit pas d'un auto-sabotage conscient, mais d'une autoprotection inconsciente qui empêche finalement la croissance. Un autre écueil courant est ce que l'on pourrait appeler le matérialisme spirituel, où les gens transforment leur pratique de la solitude en une autre forme de performance ou de réussite. Ils collectionnent les intuitions comme des trophées, utilisent leur travail intérieur comme preuve de leur caractère spécial, ou deviennent dépendants du drame de leur propre processus psychologique. Cela transforme ce qui devrait être un humble voyage vers l'authenticité en un autre projet égoïste, axé sur le fait d'être vu comme évolué ou éclairé. Certaines personnes restent bloquées dans ce que Jung a appelé l'inflation, où elles s'identifient à leurs intuitions plutôt que d'être informées par elles. Elles confondent des états temporaires de clarté ou de connexion avec des réalisations permanentes.
Elles commencent à se considérer comme plus avancées, plus conscientes ou plus évoluées que les autres. Cette inflation empêche toute croissance ultérieure, car elle crée un faux sentiment d'achèvement, alors que le travail de devenir est en fait un travail de toute une vie. À l'extrême opposé se trouve la déflation, où les gens utilisent leurs découvertes sur leur conditionnement et leurs limites pour conclure qu'ils sont fondamentalement imparfaits ou que le changement est impossible. Ils deviennent fascinés par leurs traumatismes, leurs schémas, leurs blessures, mais d'une manière qui les maintient coincés, plutôt que de les aider à guérir. Ils transforment leur compréhension psychologique en une prison plutôt qu'en une clé de la liberté. Le piège le plus subtil est peut-être ce que l'on pourrait appeler l'intégration prématurée, où les gens pensent qu'ils ont terminé leur travail intérieur après avoir vécu quelques intuitions ou percées. Ils confondent le début du voyage avec son achèvement. Ils retournent à leur vie normale en supposant qu'ils ont résolu leurs défis psychologiques, pour se retrouver à répéter les mêmes schémas avec de légères variations. L'antidote à tous ces pièges est ce que Jung a appelé la participation consciente à votre propre développement. Cela signifie rester humble quant à ce que vous savez, rester curieux de ce que vous ne comprenez pas et maintenir un engagement envers une croissance continue, plutôt que de chercher une solution permanente au défi d'être humain. La participation consciente signifie également développer des compétences pratiques pour s'engager avec la solitude de manière à soutenir plutôt qu'à saboter votre développement. Cela signifie apprendre à faire la distinction entre une introspection productive et une rumination destructrice, entre une solitude saine et une dépression isolante, entre un inconfort temporaire et une véritable détresse qui nécessite un soutien. Plus important encore, cela signifie comprendre que le travail de la solitude n'est pas complet, tant qu'il n'est pas intégré dans votre vie quotidienne par des choix conscients et des relations authentiques. Les intuitions acquises dans l'isolement doivent être testées et affinées par l'engagement avec le monde. Lorsque vous réussissez à surmonter les défis de la solitude consciente, des qualités spécifiques commencent à émerger, qui sont des signes indubitables d'intégration psychologique. Les personnes qui ont fait le travail profond de la solitude portent une signature distincte qui est reconnaissable même lors de brèves rencontres. Il y a une qualité de présence qui ne demande pas d'attention mais la reçoit naturellement. Elles parlent moins, mais veulent dire plus. Elles écoutent avec tout leur être au lieu d'attendre leur tour pour parler. Elles semblent à l'aise avec le silence d'une manière qui met les autres à l'aise au lieu de créer de la gêne. L'une des qualités les plus notables est ce que Jung a appelé la maîtrise de soi. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'égocentrisme, mais une confiance tranquille qui vient du fait de se connaître suffisamment profondément pour ne pas avoir besoin d'une validation externe constante pour se sentir centré. Votre valeur ne dépend pas de la façon dont les autres réagissent à vous, parce qu'elle a été établie par une relation soutenue avec vous-même. Cette maîtrise de soi se manifeste par des limites naturelles qui n'ont pas besoin d'être défendues, parce qu'elles sont simplement des faits, plutôt que des positions. Vous ne discutez pas de vos limites, et ne vous excusez pas pour vos besoins, parce que vous les avez acceptés comme faisant partie de votre conception humaine. Vous ne dites pas oui quand vous pensez non, parce que décevoir les autres est devenu moins effrayant que de vous trahir vous-même. Une autre qualité indéniable est ce que l'on pourrait appeler la sobriété émotionnelle. Vos sentiments deviennent des informations plutôt que des urgences. Vous pouvez vous sentir en colère sans avoir besoin de rendre les autres responsables de la gestion de cette colère. Vous pouvez vous sentir triste sans avoir besoin que les autres réparent votre tristesse. Vous pouvez vous sentir seul sans panique, effrayé sans paralysie, incertain sans effondrement. Cette maturité émotionnelle permet des relations beaucoup plus riches, parce que vous n'utilisez plus inconsciemment les autres pour réguler votre expérience intérieure. Vous pouvez aimer sans posséder, soutenir sans contrôler, vous connecter sans vous perdre vous-même. Vos relations sont basées sur une appréciation authentique, plutôt que sur un besoin inconscient. Il y a aussi une qualité que Jung a appelée l'autorité authentique. Ce n'est pas l'autorité qui vient de la position ou de la réussite, mais de l'intégrité d'avoir lutté avec vos propres contradictions et d'en être sorti plus entier. Vous pouvez maintenir un paradoxe sans avoir besoin de le résoudre en réponse simple. Vous pouvez reconnaître l'incertitude sans prétendre en savoir plus que vous n'en savez. Vous pouvez admettre des erreurs sans que toute votre estime de soi s'effondre. Les gens sentent cette authenticité et se retrouvent souvent à partager plus ouvertement en votre présence,
non pas parce que vous essayez d'extraire des confessions, mais parce que votre aisance avec votre propre complexité leur donne la permission d'être complexes aussi. Vous devenez ce que Jung a appelé un guérisseur blessé, quelqu'un dont le propre travail avec son matériel psychologique lui permet de tenir l'espace pour les luttes des autres, sans être submergé ou essayer de réparer ce qui n'est pas le vôtre à réparer. Peut-être le plus notable, il y a une qualité que l'on pourrait appeler une joie tranquille, qui ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas un bonheur constant, mais une appréciation fondamentale de l'existence qui persiste même pendant les périodes difficiles. Vous avez découvert que votre capacité à être content vient de l'intérieur, plutôt que de la façon dont vos conditions extérieures correspondent à vos préférences. Ces qualités ne sont pas des réalisations à atteindre une fois pour toutes et à maintenir en permanence. Ce sont des capacités qui doivent être renouvelées par une relation continue avec vous-même. C'est pourquoi la pratique de la solitude devient un rythme de vie, plutôt qu'une retraite unique. Le travail de la solitude n'est jamais terminé parce que la croissance elle-même n'est jamais terminée. Mais il arrive un moment où vous devez traduire vos découvertes intérieures en choix extérieurs. Jung a compris que les intuitions psychologiques ne valent rien si elles restent des concepts abstraits plutôt que des réalités vécues. La phase d'intégration du travail intérieur est celle où vous découvrez si votre transformation est authentique ou simplement un divertissement intellectuel. C'est là que les choses sérieuses commencent, où votre nouvelle compréhension de vous-même doit être traduite en décisions concrètes sur la façon de dépenser votre temps, votre énergie et votre attention. L'intégration commence souvent par une prise de conscience désorientante, que de nombreux aspects de votre ancienne vie ne vous conviennent plus. Le travail qui semblait autrefois important pourrait maintenant ressembler à une prison. Le cercle social qui fournissait autrefois du divertissement pourrait maintenant sembler épuisant. Les objectifs qui vous motivaient autrefois pourraient maintenant sembler vides. Ce n'est pas de la dépression, c'est le résultat naturel de voir votre vie sous un angle plus authentique. Le défi est de faire des changements sans jeter toute votre vie dans le chaos. L'intégration exige ce que Jung a appelé la fonction transcendante, la capacité de combler le fossé entre votre réalité intérieure et vos circonstances extérieures sans abandonner l'une ou l'autre. Vous apprenez à honorer votre nouvelle compréhension de vous-même tout en étant responsable de vos engagements et de vos relations existantes. Cela peut signifier avoir des conversations difficiles avec des personnes qui sont habituées à l'ancienne version de vous. Cela peut nécessiter de fixer des limites qui déçoivent les autres qui bénéficiaient de vos précédents schémas de complaisance. Cela peut impliquer de faire des changements de carrière qui semblent risqués pour ceux qui privilégient la sécurité plutôt que l'authenticité. La clé est de faire ces transitions consciemment, plutôt que de manière réactive, par choix plutôt que par rébellion. L'intégration nécessite également le développement de ce que l'on pourrait appeler des compétences d'intégrité, des capacités pratiques, pour aligner vos choix quotidiens avec vos valeurs les plus profondes. Cela inclut apprendre à dire non sans justifications élaborées, à poursuivre vos intérêts authentiques, sans avoir besoin de l'approbation des autres, et à prendre des décisions basées sur votre boussole interne, plutôt que sur les pressions externes. Beaucoup de gens ont du mal avec l'intégration parce qu'ils s'attendent à ce que les autres célèbrent leur transformation. Mais un changement authentique menace souvent les gens autour de vous. Vos nouvelles limites pourraient gêner ceux qui étaient habitués à votre disponibilité illimitée. Votre refus de participer au commérage ou au drame pourrait mettre les autres mal à l'aise avec leur propre comportement. Votre engagement envers l'authenticité pourrait mettre en lumière les compromis des autres avec eux-mêmes. Les personnes qui vous aiment vraiment finiront par apprécier la version plus authentique de vous-même qui émerge, même si elles résistent initialement au changement. Mais certaines relations pourraient ne pas survivre à votre processus d'intégration. Et Jung a enseigné que c'est souvent nécessaire pour une croissance continue. Vous ne pouvez pas rester petit pour mettre les autres à l'aise sans trahir le travail que vous avez fait pour découvrir votre taille réelle. L'intégration consiste aussi à introduire les qualités contemplatives développées dans la solitude, dans votre engagement actif avec le monde. La présence que vous avez cultivée dans le silence devient un cadeau que vous offrez à travers vos interactions avec les autres. L'autocompassion que vous avez apprise devient de la compassion pour les luttes des autres. La patience que vous avez développée avec votre propre processus devient de la patience avec le timing des autres. Cela ne signifie pas devenir un enseignant ou un prêcheur sur la valeur de la solitude,
mais incarnez les qualités que la solitude a développées en vous. Votre vie devient votre enseignement. Votre présence devient votre contribution. Votre authenticité devient votre service. Mais l'aspect le plus important de l'intégration est peut-être de comprendre que vous ne servez pas le monde en devenant une version plus petite de vous-même pour vous conformer aux attentes des autres. La compréhension de Jung du service était révolutionnaire car il a reconnu que le plus grand cadeau que vous puissiez offrir aux autres n'est pas votre performance de ce qu'ils veulent que vous soyez, mais votre incarnation authentique de qui vous êtes réellement. Le monde n'a pas besoin d'une autre personne jouant un rôle qu'elle pense devoir jouer. Il a besoin d'individus qui ont fait le travail pour découvrir ce qui leur est propre à contribuer. Lorsque vous avez établi une relation authentique avec vous-même à travers la solitude, votre présence même devient un remède pour les autres, qui luttent encore avec l'acceptation de soi. Vous n'avez pas besoin de dire quelque chose de profond ou d'offrir des conseils. Votre aisance avec le silence, votre aisance avec l'incertitude, votre acceptation de vos propres contradictions donnent aux autres la permission de cesser de jouer la perfection et de commencer à embrasser leur propre complexité. Ce genre de service n'est ni dramatique ni évident. C'est l'influence tranquille de quelqu'un qui a appris à être présent sans ordre du jour, à écouter sans essayer de réparer, à offrir de l'attention sans rien attendre en retour. Dans un monde dépendant du bruit et de la vitesse, votre capacité au silence et à la profondeur devient un refuge que les autres peuvent sentir même s'ils ne peuvent pas dire ce qui est différent chez vous. Jung a appelé cela l'archétype du guérisseur blessé. La reconnaissance que votre propre travail avec votre matériel psychologique vous qualifie pour tenir l'espace pour le processus de guérison des autres. Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez appris à être à l'aise avec les questions. Non pas parce que vous avez transcendé la souffrance, mais parce que vous avez appris à souffrir consciemment plutôt qu'inconsciemment. Ce service se manifeste souvent par ce que l'on pourrait appeler l'hospitalité émotionnelle. Vous pouvez être avec quelqu'un dans sa douleur sans essayer de le réconforter. Vous pouvez être témoin de sa confusion sans vous précipiter pour apporter de la clarté. Vous pouvez honorer son processus sans prendre la responsabilité de ses résultats. Ce genre de présence est rare et précieux parce que la plupart des gens sont si mal à l'aise avec leurs propres émotions difficiles qu'ils ne peuvent pas les tolérer chez les autres. Votre relation avec la solitude montre aussi aux autres qu'il est possible d'être seul, sans être solitaire. Que la solitude peut être choisie plutôt qu'imposée. Que le silence peut être nourrissant plutôt que vide. Dans une culture qui pathologise la solitude, votre aisance avec votre propre compagnie devient une rébellion tranquille, qui donne aux autres la permission de se lier d'amitié avec eux-mêmes également. Mais peut-être plus importante encore, votre intégration du travail de la solitude démontre que la transformation est possible. Votre exemple vivant montre que les gens peuvent changer, que le conditionnement peut être remis en question, que l'authenticité peut être retrouvée, qu'il n'est jamais trop tard pour devenir qui vous étiez censé être. Cet espoir est souvent plus guérisseur que tout conseil ou intuition que vous pourriez offrir. Le service qui émerge d'un travail de solitude intégré n'est pas quelque chose que vous devez rechercher ou fabriquer. C'est l'expression naturelle de quelqu'un qui a appris à s'appartenir d'abord, ce qui, paradoxalement, le rend plus authentiquement disponible pour les autres plutôt que moins. Ce rythme de retraite et de retour, de solitude et de service, devient le modèle durable pour une vie vécue en alignement avec votre nature la plus profonde. Jung a compris que la solitude n'est pas une destination mais une ressource renouvelable. Pas un problème à résoudre une fois pour toutes, mais une pratique à maintenir tout au long de la vie. Le travail initial de percer de la découverte de votre moi authentique à travers une retraite soutenue crée un modèle, mais le maintien de cette authenticité nécessite un renouvellement continu par un retour régulier au silence et à l'introspection. Cela ne signifie pas devenir un ermite ou abandonner vos responsabilités, mais plutôt d'établir un rythme durable qui honore à la fois votre besoin de travail intérieur et votre capacité de contribution extérieure. Cela pourrait signifier faire des retraites annuelles, maintenir une pratique de méditation quotidienne, protéger le temps de solitude hebdomadaire, ou simplement intégrer des pauses régulières dans votre emploi du temps où vous pouvez vous connecter avec vous-même sous le bruit de l'activité constante. L'objectif est de devenir sensible à vos propres rythmes et besoins, de remarquer quand vous commencez à perdre le contact avec vous-même
et d'avoir le courage de créer de l'espace pour la reconnexion, avant de vous perdre complètement dans les exigences extérieures. Cela nécessite de traiter votre relation avec vous-même aussi sérieusement que vous traitez vos relations avec les autres, ce qui signifie y consacrer du temps et le protéger des demandes infinies pour votre attention et votre énergie. Beaucoup de gens résistent à l'établissement de ce genre de rythme parce qu'ils craignent que ce soit égoïste, ou parce qu'ils ont intériorisé le message culturel selon lequel la productivité constante est la seule façon acceptable de vivre. Mais l'intuition de Jung suggère que les personnes qui maintiennent une relation consciente avec elles-mêmes, par une solitude régulière, deviennent en fait plus efficaces et généreuses dans leur engagement avec les autres plutôt que moins. Lorsque vous êtes ancré dans votre propre centre, vous pouvez traverser les tempêtes de la vie sans être déséquilibré. Lorsque vous connaissez vos propres limites, vous pouvez donner à partir de l'abondance plutôt que de l'épuisement. Lorsque vous avez fait votre propre travail intérieur, vous ne chargez pas inconsciemment les autres avec vos émotions non traitées et vos besoins non satisfaits. Cette pratique continue vous permet également de continuer à grandir et à changer tout au long de votre vie plutôt que de rester coincé dans des identités fixes ou des schémas rigides. Le moi que vous découvrez dans la vingtaine n'est pas le moi que vous serez dans la cinquantaine. Et une pratique régulière de la solitude vous permet de rester à jour avec votre propre évolution, plutôt que d'essayer de vous forcer dans des versions dépassées de qui vous étiez autrefois. Le rythme de la solitude devient une forme d'hygiène psychologique, aussi essentielle à la santé mentale que le sommeil l'est pour la récupération physique. Tout comme vous ne vous attendriez pas à ce que votre corps fonctionne indéfiniment sans repos, Jung a reconnu que la psyché a besoin de périodes régulières de retrait de la stimulation pour traiter les expériences, intégrer les intuitions et maintenir la clarté sur ce qui compte vraiment. Cette relation continue avec la solitude sert également de système d'alerte précoce lorsque vous vous éloignez de votre chemin authentique. L'inconfort que vous ressentez dans le silence révèle souvent où vous avez trahi vos propres valeurs ou où vous avez accumulé des ressentiments, des compromis ou des désalignements qui nécessitent une attention. Au lieu d'attendre une crise pour vous forcer à revenir à vous-même, une pratique régulière de la solitude vous permet de faire des corrections de cap avant de vous perdre complètement. Peut-être plus important encore, ce rythme vous apprend que vous pouvez vous faire confiance pour revenir des profondeurs. Ayant navigué plusieurs fois sur le territoire de votre propre paysage intérieur, vous développez la confiance en votre capacité à faire face à ce qui se présente. La solitude devient moins effrayante parce que vous connaissez le chemin. Vous découvrez que vous êtes plus résilient, plus ingénieux et plus adaptable que vous ne l'aviez imaginé. La pratique s'approfondit également avec le temps. Ce qui commence comme un soulagement de la surcharge évolue en un dialogue sophistiqué avec l'inconscient. Ce qui commence comme une évasion des attentes des autres devient une exploration de vos propres profondeurs. Ce qui semble initialement être un retrait du monde devient une préparation à un engagement plus authentique avec la vie. C'est cette maturation de votre pratique de la solitude qui rend la vision de Jung la plus profonde. Il a vu que les individus qui maintiennent une relation consciente avec eux-mêmes tout au long de leur vie deviennent naturellement des sources de sagesse et de stabilité pour leur communauté. Ils n'y parviennent pas en accumulant des connaissances ou des titres, mais par le travail continu de rester honnêtes sur leur propre expérience et engagés dans leur propre croissance. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration, il devient clair que la compréhension de la solitude par Jung offre quelque chose dont notre monde hyperconnecté a désespérément besoin, un chemin de retour à nous-mêmes, qui ne nous oblige pas à abandonner les autres, mais nous prépare plutôt à les rencontrer plus pleinement. Le voyage à travers la solitude que nous avons retracé ce soir ne vise pas à devenir parfait ou à transcender la condition humaine. Il s'agit de devenir réel dans un monde qui récompense souvent la performance, plutôt que l'authenticité. Il s'agit de découvrir que les expériences mêmes que l'on vous a appris à craindre ou à éviter pourraient en fait être la porte d'entrée de la vie que vous avez toujours voulu vivre, mais que vous aviez peur de revendiquer. L'intuition finale de Jung sur la solitude est peut-être la plus radicale. Apprendre à être seul n'est pas une préparation à une vie d'isolement, mais à une vie d'intimité authentique. Lorsque vous n'avez plus besoin des autres pour vous compléter, vous pouvez réellement les voir clairement.
Lorsque vous ne cherchez pas désespérément de la validation, vous pouvez offrir une appréciation authentique. Lorsque vous avez fait la paix avec votre propre compagnie, vous pouvez choisir la connexion par désir plutôt que par désespoir. L'art sacré de la solitude, tel que Jung le comprenait, est finalement l'art de revenir à soi si complètement que, où que vous alliez, quoi que vous affrontiez, qui que vous rencontriez, vous restez fondamentalement en paix parce que vous savez qui vous êtes sous tous les rôles, les réactions et les circonstances extérieures. Votre volonté de vous faire face dans le silence, de rester présent avec tout ce qui se présente, de résister à l'attrait constant de la distraction et de l'évitement, est un acte de courage profond qui se répercute bien au-delà de votre vie individuelle. Dans un monde où la plupart des gens se fuient, votre engagement à vous rencontrer avec curiosité et compassion devient une révolution tranquille qui donne aux autres la permission de faire de même. La solitude que vous ressentez peut-être en ce moment n'est pas la preuve que vous êtes brisé. Ce n'est pas une punition pour vos échecs ou la preuve de votre indignité. C'est peut-être l'invitation de la vie à découvrir qui vous êtes, lorsque toute la validation externe disparaît, lorsque toutes les distractions sont supprimées, lorsque tout ce qui reste est vous, et les profondeurs vastes et mystérieuses de votre propre être. Jung a passé sa vie à cartographier ces profondeurs, et ce qu'il y a trouvé n'était pas le vide, mais une richesse au-delà de l'imagination. Il a découvert que la solitude n'est pas l'absence de relation, mais le fondement de toute relation authentique, à commencer par celle que vous avez avec vous-même. Le choix qui s'offre à vous est simple mais pas facile. Continuerez-vous à fuir votre propre compagnie, ou accepterez-vous enfin l'invitation à découvrir quel trésor vous attendait dans le silence depuis le début? La réponse à cette question déterminera non seulement la qualité de votre solitude, mais l'authenticité de chaque connexion que vous établirez pour le reste de votre vie. En fin de compte, le message de Jung est à la fois humble et stimulant. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre solitude en une porte vers une vitalité plus profonde. Le travail ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit d'avoir le courage de découvrir qui vous avez toujours été sous tout le bruit. Et cette découverte, une fois faite, change tout. Comme Jung l'a lui-même écrit, « Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » L'éveil dont il parlait n'est pas une destination que vous atteignez une fois pour toutes et que vous maintenez ensuite pour toujours. C'est un choix quotidien de vous tourner vers vous-même avec la même gentillesse et la même curiosité que vous offririez à un ami cher, d'écouter votre propre sagesse avec la même attention que vous accorderiez à un enseignant de confiance, d'honorer votre propre voyage avec le même respect que vous accorderiez à n'importe quel pèlerinage sacré. L'art sacré de la solitude ne consiste pas à apprendre à être seul. Il s'agit d'apprendre à être si authentiquement vous-même que vous transformez chaque espace dans lequel vous entrez, chaque personne que vous rencontrez, chaque instant que vous habitez avec le cadeau rare et précieux de votre présence authentique. Cette présence, forgée dans le creuset de la solitude consciente, est votre contribution unique à un monde qui a désespérément besoin de personnes qui savent qui elles sont et n'ont pas peur de l'être. Le voyage commence au moment où vous cessez de fuir votre propre compagnie et commencez à traiter votre solitude comme l'atelier sacré où votre moi le plus authentique attend d'être découvert.